Chers amis téléspectateurs de l'émission Synthèse sur TV Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec comme invité Claude Cholet. Claude Cholet qui est président ou directeur, c'est président ou directeur ? Président, il faut être président, c'est bien être président. Président de l'Observatoire du journalisme. L'Observatoire du journalisme qui a cette année 10 ans, puisque ça a été créé en 2012. Et c'est une organisation qui fait un travail remarquable d'observatoire, comme son nom l'indique, les mots ont un sens, et qui veille un petit peu à redresser la vérité sur bien des sujets. Et Dieu sait que la profession de journaliste en France, ou ce que l'on appelle journaliste souvent, est beaucoup plus occupée à défendre les intérêts d'un système que de faire un travail objectif, si tant est que ça puisse exister, et en tout cas un travail non conformiste. Voilà. Alors Claude, vous allez nous parler, on va parler de logis, on va parler d'un livre que vous venez de sortir sur la DICRA, c'est ça, la DILCRA. Oui, il y a tous les jours, il y a un nouveau truc qui se crée, enfin ça fait un moment déjà celui-là, quel fossoyeur de nos libertés. Ça date de Nicolas Sarkozy quand même. C'est Nicolas Sarkozy, oui, c'est tous les jours, mais les jours se succèdent. Voilà, alors justement, il vient de prendre la parole, Philippe Randa, bonjour. Bonjour Philippe. Vous avez bonjour Monsieur le Président. Plein de choses à nous dire, j'imagine. Bonjour. Et bonjour professeur. Et puis le professeur qui est là. Alors le professeur aujourd'hui il arrive à l'heure, ça c'est bien. Non, c'est le jour où vous étiez en retard. Oui, parce que d'abord, vous vous informez très mal, première chose, je riposte. Vous avez raison. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de trains qui ont été supprimés sur la ligne que je prends, parce qu'il y a des heures de train qui sont prises par le virus du Covid, et donc on les supprime pour éviter que les gens tombent comme des mouches. Ah, d'accord. Donc, j'arrive en retard, mais j'arrive. L'essentiel, c'est d'être là. Voilà. Alors, Philippe, vous qui êtes un observateur de l'Observatoire. Vous avez beaucoup de sujets, je crois que vous voulez aborder, que vous voulez qu'on aborde avec Claude. Et oui, je dois dire en préambule que si Claude est là aujourd'hui, c'est parce qu'un de nos amis, que je salue, téléspectateur, est aussi un fidèle du site de l'Observatoire du journalisme, qui s'appelle... Alors, un peu de publicité, www.ojim.fr. www.ojim.fr. Alors c'est un site que nous vous conseillons de regarder le plus souvent possible parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est un travail sérieux qui est fait, j'insiste sur ce côté. Claude Cholet était déjà venu il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, à l'époque où nous n'étions encore qu'une émission radio, on avait déjà parlé des sujets du moment et en fait tout ce à quoi vous vous attaquez, eh bien ça persiste, le système est toujours d'une aussi mauvaise foi, puisqu'ils sont dans le camp du bien, ils peuvent tout se permettre, et nous, le camp du mal, comme on dit, eh bien on sait aussi les dénoncer là où il faut. Alors Philippe. Moi qui utilise souvent le gym pour mes chroniques, pour mon travail éditorial et tout, je tiens à dire que le gym est très critique sur l'ensemble des médias, sur beaucoup de médias, sur la majorité des médias, mais c'est quand même fait avec des journalistes, des chercheurs, et ça ne fait pas que de dire du mal des médias, ça peut rendre hommage aussi à certains médias pour leur travail. Ce n'est pas que critique, même si la critique est plus rentable souvent, mais c'est quand même c'est informatif avant tout. Bon, personnellement, je n'aime pas l'expression les médias ou les journalistes, parce que la réalité, elle est plus composite que cela, je dirais la majorité des médias ou la majorité des journalistes. Alors c'est vrai, par exemple, la majorité des journalistes appartiennent à une ère qu'on pourrait appeler libéral-libertaire. Un peu plus libéral d'un côté, ça sera Le Point, l'Opinion, et puis ou un peu plus libertaire, ça sera le Monde ou Mediapart. Mais au fond, tout le monde se retrouve pour défendre les mêmes intérêts matériels et moraux. Alors, j'insiste à côté sur la complémentarité des avantages matériels et des avantages moraux. Souvent, quand même, on assiste au fait que tous ces médias qui sont là, normalement, pour donner des opinions diverses et variées, globalement, donnent toutes la même opinion dans le même sens. Alors, avec assez peu de différences les uns des autres. En tout cas, sur la finalité, ils vont toujours généralement dans le même sens. La plupart, en tout cas. On va dire à 80%. Ça veut dire que c'est dans le même sens et au même moment. C'est ça qui est assez... qui peut paraître surprenant. Alors certains pourraient dire il y a un chef d'orchestre clandestin. Et je dirais non, hélas, car ce n'est pas nécessaire. Il y a un tel consensus sur les valeurs que j'appelle, je répète, libéral libertaire, le camp du bien, le mondialisme,
le laisser-faire, laisser-passer, des capitaux, des hommes, des biens culturels, la fin des cultures enracinées, que c'est même pas nécessaire qu'il y ait un chef d'orchestre clandestin. Car au fond, dans ce système, chacun est surveillant de l'autre. Hein. Je vais prendre un exemple très, très simple d'ailleurs, qui est inspiré du réel, puisque la plupart de nos collaborateurs sont des journalistes freelance ou des étudiants en journalisme. Et une de mes collaboratrices qui a quitté l'OGIM parce que maintenant elle a trouvé un travail dans la presse quotidienne régionale, elle est partie à Ouest France. Ouest France, c'est intéressant, c'est le premier journal de la PQR, même sur le plan national. Puis c'est un journal qui domine absolument en Bretagne et en Normandie. Bon, et c'est intéressant parce qu'on apprend son métier dans la presse quotidienne. Et alors bon, je lui téléphone, comment ça se passe? Elle me dit c'est vraiment très, très, très difficile sur le plan moral, et elle me donne un exemple. Elle est à Rennes. Hein. Nous avons une conférence de rédaction, une conférence classique, et par exemple, un réfugié afghan, faux ou vrai, a agressé une vieille dame. C'est un fait divers. La vieille dame, elle n'est pas morte. Enfin, elle est quand même pas très bien en point. Et là, on en parle, on n'en parle pas. Et à ce moment-là, on dit que c'est la vieille dame qui a agressé le réfugié afghan. Là, vous exagérez. Non, à ce moment-là, ce n'est pas le rédacteur en chef ou le chef de service qui prend la parole. C'est un journaliste qui dit oui, mais si nous en parlons, ça date déjà d'il y a 2 ans, est-ce que ça ne va pas favoriser le Rassemblement national ou le Front national de l'époque? Et là, il y a un consensus. Ah oui, il y a un risque. Il y a un risque. Et s'il y a un risque, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, on ne va pas mettre le nom de l'Afghan, on va l'appeler Philippe Randa au hasard, et éventuellement on va mettre ça en page 3 en petit caractère. Et il ne peut pas y avoir de dissensus, car si un journaliste dit mais quand même c'est le réel, il faut qu'on en parle, celui-là il se met à la marge du groupe, et il risque d'avoir sa carrière progressée, et éventuellement, ou même très certainement, un autre journaliste viendra le voir à la sortie en disant mais Antoine ou Juliette, tu peux pas dire ça. Fais attention. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mais tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas des nôtres. C'est pas le plus grave de dire que Philippe Randa a agressé une vieille dame. C'était vous, en fait, finalement. Oui, parce qu'Afghan, le risque, c'est quand même qu'on dise que Philippe Randa a fait un sourire à une jeune fille dans la rue, parce que là, le hashtag MeToo vous tombe dessus, balance ton porc, l'agression sexuelle, c'est terrible. Là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Donc, agresser les vieilles dames, ça sent le vécu. C'est pas trop grave. C'est ça. Vous ne croyez pas qu'il y a... en fait, tout ça, c'est un peu aussi beaucoup l'autocensure aussi. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes voient bien la réalité, voient bien ce qui se passe autour d'eux. Vous parlez de cette histoire de Rennes, mais il y en a tous les jours, des histoires comme ça, et dont quand on veut absolument appeler personne qui porte un nom dont je ne dirais pas, ou un prénom que je ne dirais pas, et on veut l'appeler Jean, Pierre, Paul ou Vincent, c'est parce qu'il y a une volonté réelle de vouloir tout de suite faire d'autocensure. On ne veut pas affirmer les choses telles qu'elles sont. Il faut absolument rester dans les clous du politiquement correct. La censure, la pire, c'est l'autocensure. Oui. Et la censure réelle, elle existe relativement peu. Le fait que les mots de la bouche, mais vous savez qui a dit cette phrase si vraie? La première des censures, c'est l'autocensure. C'est l'historien Jean-François Cap. Bon, rendons hommage à Jean-François Cap. C'est rarissime que le propriétaire intervienne. Il intervient pratiquement jamais. Et quand il intervient, c'est toujours de manière indirecte. Ou le directeur de la publication, ou le rédacteur en chef. Non, très certainement, c'est le journaliste d'à côté, votre voisin d'ordinateur, qui vous surveille. Et qui intervient éventuellement dans le sens du politiquement correct pour se dédouaner lui-même à l'avance. Pour dire, attention, moi, peut-être au fond qu'il est d'accord avec ce que vous allez dire. Et c'est ça, c'est le pire. Et il va dire, oulala, si je peux être soupçonné, le moyen de ne pas être soupçonné, c'est de dénoncer ou de mettre de côté mon petit camarade qui, lui, risque d'être politiquement incorrect. Donc, c'est le panoptique, vous savez, de Bentham, où une personne surveille l'ensemble. Oui, que vous vous rappelez, il y a quelques mois où Yvan Rioufol du Figaro avait fait un article, je ne sais plus quel était c'est le syndicat des journalistes de son journal qui l'a attaqué, quoi.
C'est le monde à l'envers. À la limite que ce soit d'autres journalistes, mais que ce soit le syndicat qui... Ce qui est terrible, c'est que la plupart des journalistes, généralement, sont toujours là en parlant de leur droit à l'information, que l'information permet tout à tous les droits. Et là, c'est le contraire. C'est qu'ils ne veulent pas, justement, donner l'information au risque que, politiquement, ce soit très incorrect et ça puisse servir... aussi, en faisant ça, ils sous-entendent que les seuls qui se battent contre l'insécurité, c'est les gens du Rassemblement national, en l'occurrence, ou des gens de ce bord-là, quoi. Oui, alors ça, c'est d'une manière quand même très indirecte et quand même très dissimulée. Mais pour reprendre effectivement l'expression de Roland, je reviens à cette histoire c'est l'autocensure qui domine. À tel point, d'ailleurs, quand on voit l'acharnement depuis 4 mois ou 5 mois de l'ensemble, une grande partie en tout cas, de la majorité des journalistes contre Éric Zemmour, n'est-ce pas dû aussi au fait qu'Éric Zemmour vient de leur sérail des journalistes, et qui ne supportent pas ou qui sont extrêmement agressifs à son encontre, parce que justement, lui, Éric Zemmour aurait tenu un garage automobile ou une école ou que sais-je encore, ou aurait été avocat ou une toute autre profession. Est-ce qu'il aurait été autant attaqué que le fait qu'aujourd'hui, le journaliste connu en France, c'est Éric Zemmour, qui est bien plus connu que beaucoup d'autres journalistes, c'est parce qu'il a crevé l'écran, tout simplement. Et le fait, évidemment, de sa candidature à l'élection présidentielle, de ce côté-là, n'arrange pas forcément les choses et entretient l'agressivité de ses confrères d'hier. Il faut d'ailleurs rappeler que le SNJ, le syndicat national des journalistes du Figaro, a réclamé son exclusion du Figaro. Ce qui est quand même relativement un peu comme ce que disait le professeur tout à l'heure sur Yvan Rioufol. Alors je pense qu'effectivement, il y a une partie de dépit amoureux et d'envie. De jalousie, même de jalousie, pour les choses par leur nom. C'est le sentiment incitamment très, très répandu, et qui n'incite pas ni à la bienveillance, ni à l'honnêteté. Quand vous êtes un journaliste moyen, même peut-être de talent, mais qui n'a pas la notoriété d'Éric Zemmour, il y a un sentiment de dépit, un sentiment de jalousie qui peut se transformer dans certains cas en haine pure et simple. Certainement, c'est une des raisons. Oui. Alors, Claude Cholet, vous venez de publier donc aux éditions de la Nouvelle Librairie la DILCRA, Fossoyeur de nos libertés. La DILCRA, je le rappelle, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ouf. Ça date, comme je le rappelais tout à l'heure, de Nicolas Sarkozy. C'est pas une unité qui est allée combattre en Ukraine, ça ? Non, pas du tout. C'est pas encore. Je confondais. Non, les LGBT vont pas. Enfin, ils vont peut-être envoyer une unité. Ils vont chercher leurs enfants dans les usines. Donc, en fait, c'est quoi la DILCRA ? C'est un mouvement, une organisation rivale de l'historique LICRA. D'abord, c'est un bidule que personne ne connaît, mais c'est un bidule ou un machin, comme vous voudrez, malfaisant. Et qui, comme vous le rappelez, a été créé par Nicolas Sarkozy en février 2012, 3 mois avant d'être battu. Et à ce moment-là, il crée un poste qui s'appelle le poste de délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et la haine anti-LGBT ? Non, pas du tout. Non, vous allez trop vite. Ça viendra après. Et il est rattaché au ministre de l'Intérieur, qui est Claude Guéant, à l'époque. 3 mois plus tard, Nicolas Sarkozy est battu. Hollande est élu. En 2014, François Hollande transforme ce poste de délégué en délégation, et en 2016, il rajoute le H. C'est-à-dire que ça devient la délégation contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, rattachée non plus au ministre de l'Intérieur, mais au Premier ministre. Ça devient un comité interministériel. Et le terme interministériel est intéressant, parce que ça veut dire que cet organisme, c'est en gros une trentaine de personnes, 8 millions d'euros de budget, c'est quand même pas négligeable, peut intervenir dans tous les ministères. Que ce soit, je sais pas moi, la culture, la pêche, l'éducation, la défense, la police, l'outre-mer ou la pêche aux moules.
Ils sont omniprésents pour dénoncer donc Alors, non seulement pour dénoncer, mais surtout pour éduquer. La DILCRA intervient dans les écoles de gendarmerie, dans les écoles de police, à l'école nationale de la magistrature, à l'éducation nationale. Je pourrais vous continuer la liste. Alors, et c'est un rôle... c'est ce qu'on appelle un lobby, quoi, finalement. Alors non, c'est pas un lobby, parce que là, c'est un organisme gouvernemental et qui dépend de l'État, qui est tout à fait officiel. Mais qui a la même finalité d'influence et de pression, quoi. Et qui va un petit peu plus loin, puisque la DILCRA, par exemple, a été un agent actif à chaque fois qu'Éric Zemmour a été mis en examen. C'est-à-dire la DILCRA pour le défendre, bien sûr, fait partie d'une des organisations, ce n'était pas la seule, à saisir le procureur de la République en disant telle déclaration de M. Zemmour est contraire à la discrimination, ceci, cela, etc. Bon, c'est un point parmi d'autres, mais il y en a d'autres. La DILCRA a le pouvoir de saisir les préfets, c'est-à-dire chaque préfet. En théorie, je ne suis pas capable de vous dire si les 95 ou 100 préfets l'ont mis en œuvre, doit mettre en œuvre un CORA. Le CORA, c'est un comité d'organisation pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Par département, qui va rassembler des ONG, qui va rassembler les services de l'État, qui va rassembler éventuellement la justice. C'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir pénalement les tribunaux contre les contrevenants. Donc c'est une espèce de pieuvre avec des centaines de tentacules, puisque interministériels, ils peuvent aller partout, pour renforcer encore, je dirais, la lutte contre l'hydre. Alors l'hydre du racisme, de l'antisémitisme, etc., etc. Et je dois dire que ça a un peu changé, parce qu'au départ, c'était plutôt le racisme et l'antisémitisme, et en ce moment, c'est plutôt la lutte contre la haine anti-LGBT et les transsexuels. Et d'ailleurs, il y a eu même une directive de la DILCRA pour la défense des droits des transsexuels, qui a été adressée à la totalité des préfets, dont on pourrait imaginer qu'éventuellement ils ont autre chose à faire que ça. Mais peut-être chaque président veut imposer sa petite marque personnelle. Alors, en fait, dans la réalité, prenons sur effectivement la haine anti-LGBT. Je comprends que quelqu'un soit agressé à cause de ses mœurs, c'est tout à fait répréhensible, et il y a déjà, la justice intervenait avant. Mais ça va jusqu'où maintenant l'intervention de la DILCRA? Si c'est pour dire il ne faut pas s'en prendre aux transgenres, aux transsexuels, il ne faut pas les agresser. Oui, ça tombe sous le sens commun. Il n'y a pas besoin de la DILCRA. Il y a une justice pour ça. Est-ce qu'ils vont plus loin, je présume? Ça veut dire que la moindre plaisanterie, entre guillemets, discriminante, je rappelle, c'est ce que ça veut dire choisir, hein, est considérée comme un délit. Alors, je sais pas, moi, vous vous moquez un peu des Écossais qui sont avares, ou des Auvergnats qui sont malpropres, ou des Bretons qui sont boiteux, comme chacun le sait, ou des Papous avec leur charmant étui pénien, ou des personnes de petite taille que vous appelez nains. Vous allez être saisis non seulement par la défense des Papous, des Bretons, etc., mais aussi par la DILCRA qui va venir en justice. Et tout ça, ça porte une espèce de chape de plomb sur nos libertés concrètes, nos libertés quotidiennes, et non seulement d'expression, moi je pense, mais aussi ça va un peu plus loin que ça, même la liberté d'opinion qui est en cause. Il y avait déjà un organisme de ce style avant, qui était dirigé par Madame Bougra, à un moment donné, une sorte de comité interministériel ou je ne sais quoi, qui était très actif, mais ça devait être avant. En fait, je crois que c'était un peu avant. Ouais. Alors c'est bon, en France on aime beaucoup les piles d'assiettes. Hein. On a eu d'abord les lois Pleven, puis après on a eu les lois Guesso, après on a eu les lois Taubira. Maintenant les lois Guesso, Taubira et la loi Pleven, même la loi Pleven, en réalité, a créé, je pense, et vu l'expérience aussi, la petite expérience que j'ai, je m'en suis rendu compte, pratiquement plus de gens qui se sont retrouvés dans le camp national qu'elle a finalement impacté le camp national. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont eu des procès,
qui ont fait des procès, d'ailleurs souvent les 3/4 du temps d'une manière injustifiée, et qui l'ont payé très cher. Mais il y a aussi tous les charcutiers de Coulonges-sur-Lotise, à qui un jour on leur envoie un arpète qui est issu de l'immigration, et le gosse arrive et dit moi je veux pas, vous comprenez, il faut pas que je touche à la viande de cochon. Le charcutier dit si tu veux pas toucher à la viande de cochon, tu t'en vas, puis j'en prends un autre. Et puis là-dessus, il y a tous ils se retrouvent avec des problèmes de racisme et tout ça. Et finalement, c'est ces gens-là qui sont souvent retrouvés devant les tribunaux et qui ont payé, en fait, pas du tout pour des raisons de racisme ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que il y avait une incompatibilité manifeste à laquelle c'est arrivé de nombreuses fois, je pense, ce genre de choses. Oui, mais cette incompatibilité manifeste, et je dirais de bon sens, elle est criminalisée. Ah oui, c'est ça, c'est la criminalisation. Et c'est là où des gens qui n'étaient pas forcément des lecteurs du docteur Montandon se sont retrouvés devant les tribunaux pour expliquer qu'ils étaient pires que n'importe quel nazi. À vous entendre, vous me dites, enfin, c'est ce que je comprends à mi-mot, que au fond ça favorisait d'une certaine manière le. Il y a des cas de gens qui sont retrouvés. Là, je crois que vous poussez le bouchon. C'est arrivé. Je dis que ça a favorisé le Front National. Je dis que ça a favorisé en tout cas les gens. Une autre histoire vraie d'une dame et sa fille qui tenaient une auberge dans un coin très très reculé du fin fond de l'Auvergne. Non, des Vosges. Non, c'est ce qui a entraîné la création de riposte laïque d'ailleurs. Et qui, non, je pense que c'est autre chose. En fait, qui avait besoin d'engager quelqu'un du personnel. Ils ont dit, nous recherchons une femme, voilà, tel âge, tel que les modalités pour ce qu'elle devait faire dans l'auberge et tout ça. Et ils ont été attaqués. Il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Elles sont tombées des nues de quelqu'un la dame et sa fille n'avaient jamais vu. Il n'y avait eu aucun rapport, uniquement en disant c'est une annonce discriminatoire. On ne veut engager qu'une femme et pas un homme. Et moi, je suis un homme et j'aurais très bien pu faire cet emploi. Et la pauvre femme avait déclaré à la presse, parce que tout le monde tombait des nues, elle dit mais oui, moi je veux une femme, mais c'est pas, j'ai rien contre les hommes. C'est tout simplement la structure de notre petite auberge. Il n'y a qu'une seule salle de bain. Et on sera obligé de la partager. On ne va pas la partager avec un homme. Vous voyez, c'est gênant. C'est pour ça que je veux une femme, engager une femme. Je ne sais pas comment l'histoire se termine, mais ça devient maintenant... Ils avaient quand même une plainte de quelqu'un à qui ils n'avaient même pas refusé en lui expliquant les raisons. Sans même avoir contacté cette dame et sa fille, le gars avait porté plainte, quoi. Mais je crois que c'est quand même important de souligner que ça n'est pas juste des affaires absurdes. C'est quand même une offensive de très grande envergure dans les entreprises et dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il devient très difficile. On forme, je ne sais pas si ça vient de la DILCRA ou de quelqu'un d'autre, mais les instituteurs à n'avoir aucune position sur toute forme de sexualité que ce soit devant les enfants. C'est-à-dire que les parents sont à la merci d'avoir des professeurs et des instituteurs qui leur disent finalement vous avez telle sexualité, telle autre sexualité, c'est pareil. Ça n'est pas forcément l'avis des parents. Donc vous voyez, il y a une prise en main de l'éducation qui est quand même terrible. Jusqu'à quand aura-t-on le droit d'avoir des écoles non mixtes? Jusqu'à quand aura-t-on de dire dans une église que l'homosexualité n'est pas une sexualité que l'église catholique considère comme normale? En réalité, en théorie, ce sont des délits pénaux. Oui, absolument. Alors, il faut voir aussi derrière tout ça. Là, je vais juste redire une chose. Là, tout à l'heure, je parlais par rapport à ce que vous disiez, Philippe. Il y a eu effectivement cette histoire de cette dame dans les Vosges qui avait une maison d'hôtes, si je me souviens bien, et qui un jour, les gens s'inscrivent pour venir passer un week-end dans sa maison d'hôtes, et arrive une ou deux femmes voilées, la tête aux pieds. Et la dame leur dit, écoutez, je suis désolé, mais chez moi, il n'y a pas de... Il faudrait que vous enleviez votre voile et tout ça. Alors là, scandale pas possible, c'était il y a 15 ans, ça 15 ou 20 ans. Les femmes font un scandale pas possible, procès, cette pauvre aubergiste, cette pauvre tenancière de maison d'hôtes se retrouve devant les tribunaux. C'est ce qui a entraîné, d'ailleurs, je crois que Pierre Cassin m'avait raconté que c'est la suite de ça, ça a entraîné la création de Riposte laïque, le mouvement que l'on connaît bien. Et c'est là où on arrive à une aberration totale, quoi. C'est la loi, aujourd'hui, cher professeur, vous vous rappelez toujours, vous souvenez cette phrase que vous dites souvent, là où il y a la loi, il y a le crime. Loi, on peut toujours trouver le crime. Voilà, ça n'est pas de moi, c'est de Dostoïevski. Bah oui. Mais vous savez, c'est profondément vrai, parce que
quelquefois il y a des conflits entre les gens. Et effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un qui, par ses mœurs, etc., suscite l'animosité, justifiée ou pas, peu importe, et qui s'en plaint. Les tribunaux sont là pour ça. Et ils arbitrent. Ils disent, bon, bah écoutez, vous avez peut-être fait trop, les gens ont réagi, on en reste là. Ou alors, vous avez en effet été victime de quelque chose qui vous fait un vrai tort, et ainsi de suite. Là, vous avez un corpus, comme je viens de le dire, où, en fait, pratiquement à toutes les secondes, vous êtes en faute. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous lisez Lucky Luke, c'en est plein. Vous lisez Astérix, c'en est plein. C'est la moitié de l'humour européen est fondée là-dessus, parce que ça nous fait tous rire. Vous allez à table avec des amis, il y en a un qui est maigre, l'autre qui est gros, ils se moquent mutuellement l'un de l'autre. Il y en a un grand et petit, blond et brun, breton et... Je veux dire, or, en fait, ce sont des délits virtuels. Alors, on ne frappe pas souvent. Mais on peut frapper. Là où il y a la loi, on peut toujours trouver le crime, même si c'est pour rire, même si c'est... etc. etc. Et de toute façon, même quand vous êtes relaxé, ça vous coûte de l'argent. C'est désagréable d'être traîné en justice pour des gens qui sont candidats à la présidentielle ou à une élection. C'est une mauvaise publicité, c'est à la limite de la calomnie. Mais pour tout un chacun, les pauvres dames dans leur auberge, je vous dis, elles n'ont pas l'habitude d'être traînées devant un tribunal. C'est une émotion, etc. Donc il y a vraiment une ambiance de surveillance et qui provoque une autocensure qui n'est même pas seulement celle des journalistes, qui est celle de tout le monde. Vous parliez tout à l'heure là, des transgenres et tout ça. Il faut voir aussi que derrière tout ça, il y a aussi tout un commerce. Parce que vous avez un certain nombre de lobbies médicaux qui se sont spécialisés. Ça ne représente pas beaucoup de gens, c'est vrai, mais qui se sont spécialisés dans les opérations de transformation sexuelle, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a peut-être un mot pour appeler ça, enfin ouais, ça revient à ça. Et le fait que toute la propagande transgenre, LGBT, tout ça se développe dans les lycées et les collèges, ça a aussi une incidence, enfin une conséquence plus exactement, c'est que des gosses qui savent pas très bien où ils en sont et tout ça, vont tomber dans le piège à 16-17 ans et vont faire évidemment gagner beaucoup d'argent à tous ces médecins. Et aujourd'hui, on observe de plus en plus, et dans les mois et les années qui viennent, ça va être un problème qui va être dénoncé beaucoup plus largement qu'aujourd'hui. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, non pas dans ma profession, mais par des de mes enfants. C'est-à-dire que quand il se produit quelque chose comme ça, c'est ce qu'on vient de dire. Le professeur, s'il réagit, s'il dit non, Valérie, vous n'êtes pas Maurice. Pénal, c'est pénal. Ah ouais, c'est ça. Donc il dit rien. Donc les élèves, ils veulent pas non plus avoir l'air cloche, donc ils jouent le jeu. Bon, alors là où arrive le truc commercial, c'est un peu le même truc que drogue dure, drogue douce. Tout le monde n'a pas envie de mourir d'une surdose d'héroïne. Donc on préfère un petit pétard. Là, on va pas vous charcuter, on va juste vous donner des hormones. Mais pendant des années, il y a un marché. Il y a un marché, c'est pas compliqué. Claude Cholet, pour en revenir à la DILCRA, la DILCRA est quand même en concurrence, en rivalité ou en soutien avec la LICRA, avec le MRAP, avec tous ces mouvements. Non seulement elle n'est pas en concurrence, tous ces gens s'entendent bien. Elle a même, il faut que je retrouve la page, elle a signé des partenariats avec la LICRA. Donc en fait, c'est qu'une association, la LICRA était quand même une association qui n'était pas du tout gouvernementale, rejoint là, via la DILCRA, l'appui du gouvernement. Donc ça date du 12 octobre 2019, c'est pas si vieux que ça, lors des universités d'automne de la LICRA au Havre. C'était Frédéric Potier, qui était le délégué général de la DILCRA à ce moment-là, qui signe cet accord, et je vous cite une partie de son allocution. Nous avons ensemble quelques outils. D'abord, un appel à projet qui est doté de 2,3 millions d'euros et qui est piloté par les préfets. Moi, je vous encourage tous à saisir les préfets pour soutenir certaines de vos initiatives. C'est fait pour ça, pour que vos initiatives puissent être appuyées financièrement, moralement et politiquement par l'État. Fin de citation. Donc la DILCRA, elle vient en appui de SOS Racisme, de la LICRA, d'autres mouvements. Et je voudrais citer alors les conclusions d'une commission une commission parlementaire qui a remis un rapport en 2021 qui a remis 57 mesures pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Une de ces mesures, c'est d'augmenter le budget
de la DICRA, de 8 millions à 10 millions d'euros. Puis après, il y en a 56 derrière. Qui sont les auteurs de ces 2 rapports? Le premier, c'est une députée LAREM de l'Isère, Abadi, qui est membre d'ailleurs du comité central de l'AREM. Et le deuxième, c'est M. Robin Reda, qui est député de l'Essonne, ex-membre de Agir, le mouvement de Valérie Pécresse, et qui maintenant fait partie du comité Riposte dans la campagne électorale de Valérie Pécresse. Donc d'un côté l'AREM, de l'autre côté LR, qui vont au fond dans le même sens sur le plan sociétal. Bon, c'est quand même intéressant à noter. Vous parliez de la LICRA. Ça va nous amener d'ailleurs à parler d'un autre sujet que nous voulions aborder aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les origines de la LICRA? Quand est-ce que la LICA, à l'origine, ça s'appelait la Ligue internationale contre l'antisémitisme avant de s'appeler la LICRA. Et est-ce que vous savez quand la LICA a été créée? Non, vous êtes plus savant que moi sur ce sujet. Écoutez, je vous invite à lire un livre qui s'appelle La France licratisée, qui a été écrit par Madame Anne Kling il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années à peu près. Et dans ce livre, tout est raconté. La LICA a été créée dans les années 30 au moment de l'insurrection, enfin la révolution qui avait eu lieu à l'époque en Ukraine, fomentée par comment s'appelait-il par les nationalistes ukrainiens, Petura, Stéphane Bandera, tout ça, et Petura, tout ça, qui était accusé évidemment d'être antisémite et tout ça. C'est à ce moment-là que la LICRA a été créée. On en arrive à l'Ukraine. Et au travail que l'Observatoire du journalisme a proposé, enfin a présenté récemment par rapport à toute la désinformation à laquelle on peut assister depuis maintenant quelques semaines. Je précise que cette émission est enregistrée quelques semaines avant sa diffusion. Enfin, ça n'aura certainement pas changé d'ici la diffusion de cette émission sur la désinformation qu'on a pu avoir en Ukraine. Donc peut-être vous pourriez nous en parler un petit peu plus longuement. Je crois qu'on peut faire plusieurs observations et en prenant un peu de distance. Bon, la première, c'est que Vladimir Poutine a tué le Covid. Le 24 février, le Covid a disparu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Du jour au lendemain, c'est vrai que la peur du Covid, tout ça, mais une autre peur, qui est en gros avec les généraux remplacer les médecins. Avec globalement les mêmes arguments et les mêmes schémas de pensée pour terroriser la population, Troisième Guerre mondiale. C'est pas les mêmes arguments, c'est le même récit narratif. Oui, c'est un récit narratif remplace l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense aussi que Vladimir Poutine a tué l'élection présidentielle française, qui ressemble maintenant à un roman photo. C'est un roman photo dont on pourrait quand même à peu près deviner l'image finale, même si rien n'est écrit. Troisième point, la propagande existe des deux côtés. Du côté russe et du côté de celui que j'appellerais américano-ukrainien. À ceci près que la propagande russe, elle existe en Russie. Et que chez nous, c'est la propagande américano-ukrainienne qui existe à 100%, mais de la même manière que la propagande russe est une propagande qui paraît ridicule, puisqu'en gros, il parle d'une opération militaire spéciale. On a la même chose. On a la même chose de l'autre côté. Les médias occidentaux sont interdits en Russie, mais les médias russes sont interdits chez nous. Oui, puisqu'on a supprimé Russia Today. Voilà, donc, on a un récit unanime. Quand il y a un récit unanime, je crois qu'il faut toujours s'interroger. Et dans un éditorial, on fait très peu d'éditoriaux, mais là pour une fois, on s'y est mis. Je disais au lecteur, il faut se méfier de l'effet volière. Quand vous rentrez dans une volière avec des oiseaux, les oiseaux sont calmes. Vous tapez dans vos mains et tous les oiseaux s'envolent. Ce qui est intéressant, c'est pas d'observer les oiseaux qui s'envolent, c'est d'observer celui qui a tapé dans ses mains. Et là, on a l'impression que quelqu'un a tapé dans ses mains et que tous les oiseaux médiatiques qui vont, je sais pas moi, du Point au Monde en passant par le Figaro, Mediapart et le Petit Bleu des Côtes du Nord, vont exactement dans le même sens. Et on a l'impression qu'ils tournent en rond d'une manière affolée, d'ailleurs. En donnant toujours le même discours dans le même sens. Non, alors oui,
C'est-à-dire que les résistants au Covid, ou les résistants à la piqûre plus exactement, sont devenus les Russes, ou à peu près. C'est-à-dire qu'un ennemi a remplacé un autre, et une peur a remplacé une autre. C'est diablement malhonnête, mais c'est diablement efficace. Mais on entretient toujours les gens dans la même psychose de terreur. La maladie, la guerre... avant qu'on s'en lasse de la guerre en Ukraine et qu'on trouve autre chose. Oui, mais on peut faire, ça peut durer un certain temps. Puis, vraiment, il y aura toujours le Covid, ça a duré 2 ans. J'espère que la guerre en Ukraine ne durera pas 2 ans. On l'espère pour les Ukrainiens, en tout cas. Je pense que le gouvernement sait qu'elle ne durera pas et que du coup, on reparle déjà. Alors c'est pour après les élections, bien sûr. Moi, je suis absolument convaincu que le masque, le confinement et ce genre de choses et la vaccination obligatoire sont sur le tapis le lendemain de l'élection présidentielle. La petite chanson, ça fait déjà une semaine qu'on nous la chante. Macron est réélu, et maintenant, la technique, c'est de dire, c'est de faire parler des associations de professeurs et de gens de déprimés qui viennent dire comment vous supprimez le masque, mais nous, vous ne pensez pas à nous, etc. Et on va dire, les Français réclament de garder le masque, on va leur accorder cette friandise. Ou alors, ça peut Faudra dire merci. Ou ça peut être un discours, effectivement, qui prévoit, entre guillemets, la rentrée, septembre, si les choses se passent mal, parce qu'on pourrait imaginer, vous mettez tous les pointillés que vous voulez, que l'abstention soit massive à l'élection présidentielle, que Macron soit réélu, ce dont personnellement je suis tout à fait persuadé, mais très mal élu, c'est-à-dire non pas avec 20% du corps électoral, mais peut-être 10 ou 12, et qu'ensuite que les choses ne se passent pas si bien que ça, et auquel cas le retour à la peur du Covid, le retour au masque et à une certaine forme de régulation sociale pourrait être bien utile. Alors, il y a quand même une chose, puisqu'on en revient... Je suis content qu'il y ait une petite note de pessimisme dans cette émission. Parce que, ah bon parce vous nous trouvez trop optimiste. Oui, Roland, il a toujours l'air content. Alors, voilà. Oui, si je n'étais pas même lui, il s'attriste là. Ici, on assiste au moins à un endroit où tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les choses. Il y a, quand même, pour en venir aux médias, vous citiez le cas de vos collaboratrices, effectivement, qui nous a rapporté qui vous a rapporté qu'il y a une information qu'ils ont tue de peur que ça favorise un courant politique. Mais dans les entretiens que cette collaboratrice ou d'autres, ou que vous pouvez avoir avec des journalistes, est-ce que vraiment on ne sent pas parfois des malaises dans les rédactions pour cette pensée unique et d'être obligé d'eux, ou vous pensez que non, c'est normal, on leur donne une opinion qui doit être la seule, et qu'ils en sont eux-mêmes convaincus que forcément c'est la seule qu'on donne, donc c'est la bonne. C'est l'opinion du camp du bien. D'abord, moi je ne fais pas de psychanalyse. Comment voulez-vous que je sache dans une rédaction ceux qui éventuellement ne disent rien, mais pourraient penser... Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Pourraient penser quelque chose, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas l'exprimer. Je pense que vous vous rappelez tous du dessinateur Conque, que je salue d'ailleurs parce qu'il est toujours vivant, même s'il ne dessine plus. Mais le dessinateur Conque qui a fait les dessins du Figaro, de l'événement du jeudi à l'époque, puis ensuite qui était un des meilleurs, qui était un des meilleurs, qui était reconnu, voilà. Et j'ai eu le plaisir de le publier. On est devenus copains. J'ai parlé avec lui et je lui ai dit, mais comment ça s'est fait ton transfert, ton changement quand même, quand il a fait la une du Monde, il était le dessinateur du Monde, du Figaro et tout. Et puis il a terminé sa carrière à Minute, National Hebdo. Il a monté sa carrière pour aller jusqu'à Minute et à National. Voilà, il a monté sa carrière. Voilà. Et il m'a répondu cette chose. Et il m'a dit... tu vois, à l'époque, il avait tous les honneurs. C'était le grand dessinateur reconnu par tout le monde. Et il se battait contre le mal absolu, le Front National et tous ces gens abominables et tout ça. Et puis, petit à petit, il voyait bien que les informations qu'il traitait, qu'on lui donnait, ça lui plaisait de moins en moins. Et il dit, j'ai eu un sentiment, c'est lui qui s'exprime comme ça, j'ai eu un sentiment que... Attention, je risquais, en mettant en cause la pensée unique, d'être projeté dans le camp du mal, de me retrouver dans le camp du mal où je serais là, totalement dédiabolisé et tout. J'ai résisté à ça parce que j'avais compris, je sentais confusément que j'allais tout perdre
et un jour il a basculé parce qu'il n'en pouvait plus. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont conscience que les choses qu'ils racontent, cette pensée unique comme ça, ce rouleau compresseur de la pensée, c'est lourd, mais que si jamais effectivement ils se rebiffent, ils vont disparaître, ils vont être éliminés professionnellement. Je vais vous répondre par une expérience personnelle. Bon, je n'y vais plus maintenant parce que c'est trop convenu, mais pendant des années, j'ai participé à tous les congrès de journalistes. Il y en avait plusieurs par an, et à chaque fois, je posais une question en disant « Bonjour, Claude Cholet, Observatoire du journalisme », une question qui n'était pas une question convenue et qui pouvait être éventuellement une question désagréable. Systématiquement, à la fin, il y avait 3-4 personnes qui venaient me voir en disant « C'est bien, continuez, vous avez entièrement raison, c'est ça qu'il faut faire. Mais surtout, vous ne me citez pas !» Ah oui. Donc, c'est-à-dire que il y avait manifestement une minorité qui était révulsée, mais qui était aussi terrorisée à l'idée quand même de perdre son boulot. C'est ça quand même la réalité. Et je m'aperçois dans les relations que j'ai avec les journalistes en ce moment, il y a vraiment 2 cas. Il y a ceux qui ont fait une école de journalisme. Et ceux-là, c'est même pas la peine. De toute façon, ils vont pas me serrer la main, ils vont même pas me parler, parce que bon, c'est le diable. Et ceux qui ont plutôt fait des études littéraires, histoire, littérature, sciences politiques, ce que vous voulez. Leur métier sur le tas. Qui ont une bonne culture générale. Ceux-là, même s'ils sont pas d'accord, ceux-là, on peut leur parler. Je crois qu'on ne parlera jamais assez des méfaits de la plupart, pas toutes, des écoles de journalisme, qui sont des écoles de formatage. Ils en forment quand même 650 par an, qui ensuite, ils ont entre 25 et 26 ans. Un certain nombre vont se retrouver au chômage, mais pas tous. Et ils vont peupler ensuite les rédactions. Et ceux-là sont vraiment formatés nettement plus que leurs parents ou leurs grands-parents. Mais d'un autre côté, les gens, et ça c'est les études d'opinion, c'est justement on en parle, tous les médias en parlent, les gens ont de moins en moins confiance dans les journalistes, dans les médias en général. Ils sont de plus en plus sceptiques. Je dirais que ils le disent quand même, c'est pas moi qui le dis. De toute façon, il y a des enquêtes d'opinion qui sont menées chaque année. Il y a entre autres l'enquête du quotidien La Croix, chaque année au mois de février. Maintenant, ça fait 32 ans qu'ils font cette enquête, qui est une enquête tout à fait sérieuse. Et en gros, de mémoire, la confiance dans les médias et dans les journalistes en France, c'est 24%. 24%, ça veut dire 1 sur 4. Et ce sont les plus bas de l'Europe de l'Ouest, de très loin. Ça en dit beaucoup. Mais le paradoxe, je reviens au congrès de journalistes, l'antienne et le refrain étaient toujours le même. Vraiment, les gens n'ont pas confiance en nous. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on est tellement bien. On est tellement honnête et on est tellement gentil. Donc c'était le mur des lamentations. Mais il n'y avait pas de remise. Mais il n'y avait pas de remise en cause, sauf dans certains cas, je dirais, de sa propre attitude et au fond de la manière de pratiquer son métier. Mais il y a quand même aussi tout ce que l'on a pu. On peut remonter jusqu'à la Roumanie, on s'appelait Timișoara et tout ça, Ceausescu, en fait, toute la désinformation qu'il y a dans la guerre du Golfe, la première, la deuxième, que l'on voit aujourd'hui même en Ukraine. Il y a quelques jours, quelques semaines, ces sacs que l'on montrait avec des morts dedans, à un moment donné, il y a un mort qui sort de la tout ça, et tous ces gens qui sont là en train qui prennent l'air contrit en expliquant tout ça, ils se rendent bien compte qu'ils racontent que des bêtises sur des tas de choses. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, plus personne, les 3/4 des gens ne croient plus dans leur sornette. Et ils ne se posent pas de questions. Ils sont pas envie de se poser des questions. Moi, je suis certain qu'ils n'osent pas se poser des questions. Je suis certain qu'il y en a certains, quand même, dans leur fort intérieur, doivent se poser. Mais se poser la question, c'est déjà commencé à trahir, c'est commencé à passer de l'autre côté. Parce que je me rappelle un truc qui m'avait sidéré, c'est lorsqu'on leur parle de Coluche et de Pierre Desproges, qui sont aujourd'hui reconnus à juste titre. Je suis le premier à admirer Pierre Desproges et Coluche, mais sur leur liberté d'expression, et que les sketchs de Pierre Desproges et de Coluche, aujourd'hui, ils ne pourraient plus dire la moitié de ce qu'ils disaient, se tomberaient. Alors là, ils auraient la dilcra sur le dos immédiatement.
Et lorsqu'on le dit à ces médias que vous appelez des médias de grand chemin, effectivement... Une expression que je n'ai pas inventée, mais que je reprends volontiers. Voilà, qui est très jolie, qui est de Slobodan Despot. Oui. Et quand on leur dit ça, on dit « Ah oui, Coluche et des proches formidables, extraordinaires, des maîtres et tout. » Il dit « Oui, mais ce qu'il disait aujourd'hui, on ne pourrait plus... » Ah non, il ne pourrait plus le dire, bien sûr. On pourrait... Oui, mais justement, c'est un problème au niveau de la liberté d'expression. Non, ce qu'il disait à l'époque, c'est formidable. On ne touche pas à Coluche à des proches. Mais aujourd'hui, on dit ah bah oui, non, c'est normal. C'est plus qu'un problème. C'est la roue de l'histoire qui tourne, c'est le bien qui prend le... C'est plus qu'un mais problème. Mais on ne touche pas à des proches et Coluche qui, eux, n'ont pas eu la marque infamante d'être soupçonné d'être d'extrême droite ou d'être... non, à l'époque, Coluche, les Restos du Cœur, c'était très bien. Donc, à partir de là... Desproges était quand même... il était totalement anarchiste, oui. Mais il était très, très... Mais il n'a jamais été marqué. Le Télérama, maintenant, a mis Desproges sur un piédestal, le méprisait profondément à cause de ça. Coluche était plus quand même dans le camp du bien. Desproges était quand même soupçonnable. Et soupçonné. On l'a oublié un peu parce qu'il a été réhabilité. Alors maintenant, il va être réhabilité. Mais ce sont les mêmes qui aujourd'hui les vénèrent en disant oui, bien sûr, et c'est normal qu'on ne puisse plus s'exprimer comme s'exprimait avant. Claude Cholet, il ne peut pas s'exprimer non plus. On l'a remarqué. Ah bon, il a le crachoir. On pourrait prendre d'autres exemples. Moi, je ne suis pas certain que Georges Brassens pourrait faire des récitals maintenant avec l'ensemble de son répertoire. Alors Georges Brassens était libertaire, mais libertaire dans le sens aussi de la liberté, c'est-à-dire qu'il avait une très grande liberté d'expression. Je pense à un film culte, Le Père Noël est une ordure. Je ne suis pas certain que vous pourriez tourner maintenant Le Père Noël est une ordure, parce qu'il y a un certain nombre de thèmes qui sont... Quelques jours, ils ont repassé sur une chaîne de télévision Les Galettes de Pont-Aven. Vous connaissez tous ce film. Bon, si vous avez l'occasion, je l'ai regardé. Bon, évidemment, il y avait quelques répliques qui sont restées un peu graveleuses, qui sont restées dans l'histoire. Mais quand vous analysez un peu ce qui est dit dans ce film, et quand vous voyez ce film, vous dites, mais tout ce qui a bougé en 40 ans, je pense, ça va faire 40 ans qu'il a dû tourner, ou 30 ans au moins, non, 40 ans. Et on se dit, mais on est vraiment sur une chape de plomb encore. Je suggère un projet, c'est de prendre un film un peu quelconque de ces années-là, 30 à 70, et de couper tout ce qui est des délits. À chaque fois que les personnages commettent des délits... là, la LICRA s'enrichit. Donc, vous voyez, les gens, ils sont en voiture, ils fument, ils n'ont pas de ceinture, ils roulent trop vite, il y a les enfants derrière... Je dis, pratiquement, les gens on ferait la même chose. On sera en état d'être arrêté, et parfois pour des délits pénaux, pratiquement en permanence. Je vous rappelle qu'on a redessiné les aventures de Lucky Luke pour qu'il n'ait plus sa cigarette, mais qu'il ait son... C'était parce qu'il tombait aux États-Unis sous le coup de la loi pour la protection de la jeunesse. Donc c'était pour que ce puisse être vendu comme un livre pour enfants. Mais là, à la limite, pour la protection des enfants, on peut admettre, à la limite, c'est idiot, mais qu'il ne faut pas monter des gens qui fument, à la limite. Mais maintenant, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des règles sur YouTube et tout ça. Si vous mettez une cigarette à la main, si on peut vous diffuser. Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui disent ça va pas. Il n'y aura plus beaucoup d'interviews de Gainsbourg qu'on pourra regarder. Bon, l'exercice serait intéressant, parce qu'on pourrait peut-être voir ce mois qu'un film d'une heure et demie est réduit à 30 minutes. Le temps passe, mes amis, le temps passe, et il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Observatoire du journalisme, il nous reste quelques minutes. Alors, en guise de conclusion, Claude Cholet, qu'est-ce que vous... Dites-nous ce que vous avez. Alors, s'il y a d'abord, il n'y a pas de recette. Il n'y a jamais de conclusion. Il n'y a pas de recette miracle. Hélas. Mais s'il y a quand même quelques recommandations de bon sens. Bon, la première, jetez votre télévision. N'ayez pas la télévision. Si vous voulez voir telle ou telle émission à partir d'un ordinateur, vous pouvez la revoir ensuite. Je pense que la télévision est une drogue. Moi, ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas. Et je vis beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, essayez de prendre la distance par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, lire ou voir. Bon, nous savons très bien qu'en période de conflit, les bobards de guerre fleurissent. Au moment de la guerre de 14-18, les Français expliquaient que les Allemands coupaient les mains des petits Allemands, et les Allemands expliquaient la même chose, que les Français coupaient les mains des petits enfants. N'oublions pas, parce qu'on oublie très, très rapidement, les populations modernes sont sidérées parce que les choses vont tellement vite qu'elles deviennent amnésiques. N'oublions pas que le plus grand bobard
prépare de guerre ou qui a préparé la guerre, c'est les déclarations de Colin Powell, je ne me rappelle plus, c'est 2002 ou 2003, à la tribune de l'ONU, qui agite un flacon en disant, vous savez, ça c'est de l'anthrax, et ça représente les futures armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui ont occasionné l'invasion de l'Irak, et ensuite quelques millions de morts, et des vagues de migrants. Et des vagues de migrants, et puis des millions de déplacés. Quand je lis, par exemple, et je lis ça maintenant quotidiennement dans les journaux, Poutine est responsable de la première guerre en Europe depuis 1945, c'est un mensonge éhonté. En 1999, l'OTAN a bombardé pendant 78 jours. 78 jours, ça fait quand même ça fait plus de 2 mois et demi. Belgrade, et pas seulement Belgrade, un certain nombre de cibles. Puis la guerre entre Serbie, la Croatie et la Serbie avant, avec des centaines de morts. Donc les mensonges sont partout. Les bombardent le Donbass, ça choque personne. Bon, mais il est certain que dans les 15 jours ou les 3 semaines qui se sont passées, ou un mois qui s'est passé depuis le début du conflit, je ne sais pas si le conflit va durer encore, je ne sais pas. Mais nous aurons de plus en plus de mensonges. Et n'oublions pas que nous n'avons qu'un seul son de cloche, qui est le son américano-ukrainien. Alors, dans le tas, il y a forcément quelques nouvelles qui sont vraies. Oui, on ne peut pas mentir tout le temps. Donc, on fait... c'est la recette du pâté d'alouette. Un cheval de mensonge et puis une alouette de vérité. Alors, il faut une petite alouette de temps en temps, puis mais le gros, quand même, c'est le pâté de cheval. On peut transformer une vérité. Un fait vrai, on l'interprète d'une certaine manière. On peut le taire. On peut l'orienter et on peut, le cas le plus souvent, je dirais, l'enterrer sous un monceau d'autres nouvelles pour qu'il apparaisse d'une troisième importance. Donc je sais que c'est très difficile de prendre ces distances, surtout quand tout le monde autour de vous répète la même chose, mais je pense que c'est une œuvre d'hygiène mentale d'abord pour soi. Je pense que ça fait du bien. Et aussi d'hygiène mentale pour les autres. Je crois que ça contribue à l'équilibre spirituel d'un individu, mais aussi à l'équilibre tout court d'une population. Donc, mot d'ordre, ça serait ne nous laissons pas sidérer. Ne nous laissons pas sidérer. Essayons de comprendre, et comprendre n'est pas forcément encourager l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il y a aussi d'autres causes. C'est le problème aussi. D'autres causes plus profondes. La pensée unique, il faut toujours être pour ou contre. Et pas étudier. Bien évidemment, les amis, ce que l'on peut trouver dommage dans cette affaire-là, c'est que ce sont 2 peuples européens qui s'entretuent. Ça, c'est un drame. Ce qui est dramatique, au moment où d'autres menaces pèsent sur l'Europe et sur lesquelles on essaye de faire oublier les gens sur cette menace-là. Et à quelques semaines, à quelques jours de l'élection présidentielle, évidemment, tout cela n'est pas un hasard. Claude Cholet, merci. Donc, conclusion, regardez TV Liberté, lisez la presse non conformiste et ne vous laissez pas intoxiquer par le syndicat des menteurs du système. Et lisez le livre La Dilcra, Fossoyeur de nos libertés, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Que l'on peut aussi aller acheter pour nos téléspectateurs parisiens directement à la Nouvelle Librairie, bien sûr. Pas très cher et très instructif. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez un dernier mot peut-être? Vous voulez dire un dernier mot? Non, je vous remercie. Eh bien voilà. Eh bien, une prochaine émission, chers téléspectateurs. À très bientôt sur TV Liberté. Merci, au revoir.